Elle a signé la décharge de congé sans solde un vendredi après-midi, dans le bureau de sa direction, avec la certitude tranquille de celle qui s'apprête à vivre les plus belles semaines de son existence, avant de rentrer chez elle préparer les 2 valises qui allaient l'emmener vers un homme qu'elle appelait depuis 6 mois déjà son prince. 4 mois plus tard, sa fille de 10 à 9 ans, assise seule dans l'appartement familial de Reims, composait pour la 100e fois un numéro qui ne répondait plus jamais, fixant sur l'écran de son téléphone la dernière photographie que sa mère lui avait envoyée. Un sourire radieux devant un portail imposant. Quelque part, en périphérie de Lagos, une photographie sur laquelle, si l'on regardait attentivement, on pouvait deviner, à l'arrière-plan, un mur surmonté de barbelés que personne, à l'époque, n'avait songé à interroger. Elle s'appelait Christelle Vidal. Elle avait 45 ans, une carrière d'infirmière libérale bâtie sur des années de dévouement sans compter, 2 adolescents qu'elle aimait profondément et un cœur encore à vif d'un divorce qui l'avait laissée, malgré les apparences d'une vie bien remplie, cruellement seule. Ce qu'elle ignorait, en embarquant pour Lagos, afin de rencontrer la famille de celui qui se présentait comme un prince héritier d'une lignée royale Yoruba, c'est que cet homme n'avait de royal que le costume qu'il portait pour ses photographies de profil, et que le mariage qu'il lui promettait n'était que le premier acte d'un système de traite organisé rodé sur plusieurs autres femmes avant elle, conçu pour la vider entièrement de ses ressources avant de la faire disparaître des radars pendant 4 mois entiers. Voici l'histoire de Christelle Vidal, qui croyait épouser un prince et qui allait devenir prisonnière d'un mensonge qu'elle avait elle-même, sans le savoir, entièrement financé. Christelle Vidal exerçait depuis plus de 20 ans le métier d'infirmière libérale dans la région de Reims. Un métier qu'elle avait choisi jeune, par vocation sincère, et qu'elle exerçait avec un dévouement que ses patients, comme ses collègues, reconnaissaient unanimement, capable de rester 1 heure de plus auprès d'une personne âgée effrayée, de répondre à un appel d'urgence en pleine nuit sans jamais manifester la moindre lassitude apparente. Elle avait épousé, à 25 ans, un homme prénommé Denis, avec qui elle avait eu 2 enfants, Manon et son frère cadet, aujourd'hui âgés respectivement de 10 à 9 et 16 ans. Le couple avait traversé, au fil des années, une érosion progressive que Christelle n'avait jamais véritablement anticipée, tant elle avait consacré l'essentiel de son énergie à ses patients et à ses enfants, négligeant sans doute, avec le recul qu'elle formulerait bien plus tard, l'entretien de sa propre relation conjugale. Le divorce, prononcé un peu moins d'1 an avant les événements qui allaient bouleverser son existence, avait été particulièrement douloureux, marqué par des tensions financières concernant la répartition des biens communs et par la difficulté, pour Christelle, d'accepter que Denis ait entamé une nouvelle relation quelques mois seulement après leur séparation officielle, alors qu'elle-même peinait encore à reconstruire une image positive d'elle-même après 20 années de vie commune brutalement interrompue. Cette période avait profondément fragilisé l'estime de soi de Christelle. Une femme qui avait pourtant toujours donné l'image d'une force tranquille, capable de gérer simultanément sa carrière exigeante et l'éducation de ses 2 enfants, avec une énergie que son entourage lui enviait ouvertement. En réalité, derrière cette façade de solidité, Christelle traversait une crise existentielle profonde, se sentant délaissée, dépréciée, en quête désespérée d'une reconnaissance qui viendrait, croyait-elle, réparer ce que le divorce avait brisé en elle. Manon, sa fille aînée, avait été la première témoin directe de cette fragilité nouvelle chez sa mère, remarquant des soirées où Christelle, autrefois si active socialement, préférait désormais rester seule devant son téléphone, scrutant les réseaux sociaux avec une attention qu'elle n'avait jamais manifestée auparavant, en quête, sans jamais le formuler explicitement, d'une validation ou d'une reconnaissance qu'elle ne trouvait plus dans son quotidien immédiat. C'est dans ce contexte précis de vulnérabilité affective que Christelle avait accepté, 6 mois avant son départ pour Lagos, une demande de contact reçue sur un réseau social professionnel où elle publiait occasionnellement des réflexions sur son métier d'infirmière, une demande émanant d'un homme se présentant sous le nom de prince Adaeze Okonkwo Bello, se décrivant comme héritier d'une lignée royale Yoruba, homme d'affaires, prospère dans le secteur pétrolier et fervent philanthrope, engagé dans plusieurs œuvres caritatives à travers l'Afrique de l'Ouest. Christelle, dont la foi catholique constituait un pilier important de sa vie depuis l'enfance, avait été immédiatement sensible au discours particulier que tenait cet homme, mêlant habilement des références spirituelles sincères en apparence, des considérations sur la tradition et l'honneur familial, et des promesses d'un avenir qui semblait, à ses yeux, correspondre exactement à ce dont elle avait cruellement besoin après ces mois de reconstruction douloureuse.
Je crois que Dieu met sur notre chemin les personnes dont nous avons besoin au moment précis où nous en avons besoin, lui avait-il écrit dès leurs premiers échanges. Je sens, en vous lisant, une âme qui a beaucoup donné aux autres, sans jamais recevoir, en retour, la reconnaissance qu'elle mérite. Cette phrase, d'une précision presque chirurgicale dans son adéquation avec l'état émotionnel réel de Christelle à ce moment de sa vie, avait immédiatement établi entre eux ce qu'elle percevait comme une connexion profonde et sincère, une compréhension instantanée qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années au sein de son couple désormais dissous. Pour comprendre ce qui allait arriver à Christelle Vidal, il convient d'abord de comprendre la véritable nature de l'homme, qui se présentait à elle sous ce titre princier soigneusement construit, ainsi que l'organisation criminelle bien plus vaste dont il n'était, en réalité, qu'un des dirigeants opérationnels. Chukwuemeka Nnamdi, né 39 ans plus tôt à Lagos, dans une famille modeste, sans le moindre lien avec quelque lignée royale que ce soit. Dirigeait depuis près d'une décennie un réseau structuré de fraude romantique et de traite organisée, spécialisé dans le ciblage méthodique de femmes européennes en situation de vulnérabilité affective, particulièrement celles traversant un divorce récent ou un deuil, des situations qui, selon l'analyse ultérieure menée par la commissaire Grace Adeyemi, correspondaient précisément au profil que ce réseau recherchait systématiquement. L'enquête menée après l'arrestation de Chukwuemeka révélerait l'existence d'une structure hiérarchisée et remarquablement organisée, comptant plusieurs membres, jouant chacun un rôle précis dans le scénario déployé contre chaque nouvelle victime. Certains rédigeaient les messages initiaux destinés à établir le premier contact, d'autres géraient la correspondance quotidienne une fois la relation installée, d'autres encore, une fois la victime arrivée physiquement à Lagos, jouaient de faux rôles familiaux destinés à renforcer la crédibilité du scénario royal, se présentant comme des oncles, des tantes, des conseillers de la cour familiale, un dispositif théâtral complet, mis en scène spécifiquement pour chaque nouvelle arrivante. Le titre de prince n'est jamais un détail anodin dans ces réseaux, expliquerait plus tard la commissaire Adeyemi lors de la conférence de presse suivant l'arrestation de Chukwuemeka. C'est un outil calibré pour désarmer le doute chez des victimes en quête de reconnaissance sociale. Une femme qui traverse une période de fragilité, qui se sent dépréciée, invisible, trouve dans la promesse de devenir princesse une revanche symbolique d'une puissance redoutable. Ce titre agit comme un anesthésiant du discernement critique. Chukwuemeka avait, selon les éléments établis par l'enquête, déjà attiré au moins 3 autres Européennes à Lagos sous des prétextes similaires avant Christelle, chacune ayant subi un schéma d'exploitation comparable, bien que les issues précises de ces affaires antérieures demeurent, pour certaines d'entre elles, encore aujourd'hui incomplètement établies, faute de témoignages directs disponibles. Le mode opératoire de ce réseau suivait une architecture précise, affinée au fil des années d'expériences criminelles accumulées. La première phase consistait en une flatterie calculée avec soin, valorisant systématiquement chez la victime des qualités qu'elle-même percevait comme insuffisamment reconnues dans sa vie quotidienne, tout en installant progressivement l'idée d'un statut social élevé qui l'attendrait, celui de princesse épouse d'un héritier d'une noblesse traditionnelle africaine. La seconde phase reposait sur une précipitation délibérée du calendrier, le prétendant insistant toujours pour que la rencontre en personne intervienne rapidement, généralement présentée comme rendue urgente par des considérations familiales ou traditionnelles ne souffrant aucun délai, une précipitation destinée précisément à agir avant que l'entourage de la victime n'ait le temps matériel de formuler des objections suffisamment argumentées ou de mener des vérifications approfondies concernant l'identité réelle de ce prétendant. Une fois la victime physiquement présente sur le territoire nigérian, intervenait la troisième phase, celle de la confiscation méthodique des documents d'identité, systématiquement présentée comme une simple formalité administrative liée à la préparation du mariage traditionnel, une étape qui, une fois franchie, privait la victime de tout moyen concret et immédiat de quitter le pays de sa propre initiative. Enfin, la quatrième phase consistait en une exploitation financière et un isolement progressif, poussant la victime à mobiliser l'ensemble de ses ressources disponibles sous divers prétextes jusqu'à épuisement complet, moment auquel le réseau cessait brutalement toute communication, laissant la victime totalement démunie, sans papier, sans argent et de plus en plus difficile à localiser pour ses proches restés en France. Dans les semaines qui avaient suivi ce premier contact, Christelle avait développé,
avec celui qu'elle appelait désormais familièrement Adéez, une correspondance d'une intensité croissante, ponctuée d'appels vidéo réguliers, durant lesquels il apparaissait, selon le témoignage que Christelle livrerait bien plus tard, dans des décors somptueux, bureaux richement décorés, terrasses surplombant l'océan, salons ornés de mobilier apparemment ancien et précieux, un cadre visuel soigneusement mis en scène pour confirmer, image après image, l'authenticité du statut social qu'il revendiquait. Chukwuemeka, sous ce personnage d'Adaez, maîtrisait avec une aisance redoutable l'art de mêler discours spirituels sincères en apparence et considérations pratiques concernant son immense fortune familiale, évoquant régulièrement des œuvres philanthropiques qu'il finançait, disait-il, à travers plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, des écoles construites pour des enfants défavorisés, des puits creusés dans des villages reculés, des bourses d'études offertes à de jeunes étudiants méritants. Ma famille a toujours considéré la richesse comme une responsabilité sacrée envers les plus démunis, lui expliquait-il régulièrement. C'est cette valeur que je cherche depuis toujours chez une compagne, quelqu'un qui comprenne que le véritable honneur ne réside pas dans l'accumulation, mais dans le partage. Je crois que c'est exactement ce que vous incarnez à travers votre métier, Christelle. Cette idéalisation constante de sa vocation professionnelle, présentée non plus comme un simple métier, mais comme une véritable noblesse d'âme, digne d'être reconnue et récompensée par une élévation sociale concrète, touchait Christelle avec une force particulière, tant elle correspondait exactement aux besoins de reconnaissance qu'elle portait, sans jamais l'exprimer clairement, depuis son divorce. Il évoquait également, avec une régularité calculée, des considérations religieuses profondes, citant des passages bibliques, évoquant sa propre foi qu'il présentait comme un pilier fondamental de sa vie et de ses valeurs, une convergence spirituelle qui achevait de convaincre Christelle, elle-même profondément croyante, de la sincérité et de la profondeur morale de cet homme qu'elle n'avait pourtant jamais rencontré en personne. « Je prie chaque jour pour que Dieu nous unisse définitivement », lui écrivait-il régulièrement. « Je sens que notre rencontre n'est pas le fruit du hasard, mais bien d'un dessein plus grand que nous. » Manon, la fille de Christelle, avait progressivement pris conscience de l'importance grandissante que cette relation occupait dans la vie de sa mère, remarquant des changements dans son comportement quotidien, une attention nouvelle portée à son apparence, des sourires plus fréquents lors de ses conversations téléphoniques, mais aussi une discrétion croissante concernant les détails précis de cette relation, une réticence que Manon interprétait, avec l'intuition propre à une fille observant sa mère, comme le signe d'une situation dont Christelle elle-même redoutait le jugement extérieur. « Maman, c'est qui cet homme dont tu parles tout le temps au téléphone ?» avait fini par demander Manon lors d'un dîner familial, environ 3 mois après le début de cette correspondance. Christelle avait répondu avec un enthousiasme qu'elle ne cherchait plus à dissimuler complètement. « C'est quelqu'un d'exceptionnel, Manon. Un homme d'affaires nigérian, issu d'une famille royale traditionnelle. Il est d'une gentillesse et d'une profondeur que je n'ai jamais rencontrée chez personne d'autre. » Manon, dont le scepticisme naturel propre à sa génération, habituée aux mises en garde constantes concernant les arnaques en ligne largement médiatisées, s'était immédiatement manifestée avec une inquiétude sincère. « Maman, tu trouves pas ça bizarre qu'un prince nigérian te contacte comme ça sur les réseaux sociaux ? Ça ressemble beaucoup aux arnaques dont on parle tout le temps. » Christelle avait balayé cette remarque avec une assurance qui trahissait déjà, sans qu'elle en ait pleinement conscience, l'ampleur de son engagement émotionnel envers cette relation. « Manon, je sais faire la différence entre un homme sincère et un escroc. Adèze m'a montré des photographies de sa famille, de sa propriété, de ses œuvres caritatives. Ce n'est pas un simple message anonyme réclamant de l'argent. C'est une relation construite, réfléchie, profonde. » Après près de 4 mois d'échanges quotidiens, de plus en plus intenses, Adèze avait évoqué, pour la première fois, la nécessité d'organiser rapidement une rencontre en personne, présentant cette urgence comme directement liée à des considérations traditionnelles précises concernant sa propre famille. « Ma grand-mère, qui préside encore les décisions importantes concernant les alliances de notre lignée, souhaite vous rencontrer avant la fin de la saison sèche, un moment considéré comme particulièrement propice pour officialiser les engagements dans notre tradition, lui avait-il expliqué. Je sais que c'est rapide, mais je ne peux pas modifier des coutumes ancestrales qui dépassent ma propre volonté personnelle. » Cette précipitation, présentée systématiquement comme imposée par des contraintes traditionnelles échappant au contrôle personnel d'Adaez, correspondait exactement à la stratégie identifiée bien plus tard par les enquêteurs comme caractéristique de ce type précis de réseau, agir rapidement avant que l'entourage de la victime n'ait le temps matériel de mener des vérifications approfondies ou de construire une argumentation suffisamment solide pour la dissuader d'un tel voyage. Christelle, dont l'engagement émotionnel envers cette relation avait atteint, à ce stade, une intensité considérable,
avait accueilli cette proposition avec un enthousiasme mêlé d'une certaine appréhension légitime concernant l'organisation pratique d'un tel voyage, notamment la question de la garde de ses 2 enfants durant son absence. Elle avait contacté Denis, son ex-mari, avec qui les relations restaient malgré tout globalement courtoises malgré les tensions du divorce, lui expliquant qu'elle souhaitait prendre un congé sans solde de quelques semaines pour un projet personnel qu'elle ne détaillait pas précisément, lui demandant s'il pouvait assurer la garde complète de leurs 2 enfants durant cette période. Denis, surpris par cette demande soudaine mais peu enclin à s'immiscer davantage dans la vie personnelle de son ex-épouse, avait accepté sans poser de questions particulièrement insistantes, une décision qui, avec le recul, aurait pu constituer un moment déterminant pour infléchir le cours des événements si davantage de vigilance avait été exercée à ce stade précis. Manon, en revanche, avait manifesté une inquiétude bien plus vive lorsque sa mère lui avait annoncé son départ imminent pour le Nigeria, une destination qu'elle jugeait, à raison, particulièrement risquée pour un premier voyage destiné à rencontrer en personne un homme connu uniquement via des échanges numériques. « Maman, tu peux pas partir comme ça, seule dans un pays que tu ne connais absolument pas, pour rencontrer un homme que tu n'as jamais vu en vrai. C'est de la folie. Manon, j'ai 45 ans, je suis une adulte responsable. » Adèse m'a rassuré sur toute l'organisation du voyage, sur ma sécurité, sur l'accueil que sa famille me réserve. Je comprends ton inquiétude, mais je te demande de me faire confiance. Cette conversation, l'une des dernières véritables discussions approfondies entre mère et fille avant le départ de Christelle, s'était achevée sur un compromis fragile. Manon avait accepté, à contre-cœur, de ne pas s'opposer frontalement à ce voyage, obtenant en contrepartie la promesse de sa mère de maintenir un contact quotidien régulier durant toute la durée de son séjour à Lagos. Christelle avait quitté la France 3 semaines après cette conversation, ayant préalablement obtenu de son employeur un congé sans solde présenté comme temporaire, de quelques semaines, sans jamais préciser à ses collègues, ni même totalement à sa propre fille. L'ampleur réelle de son engagement envers cet homme, qu'elle s'apprêtait, pensait-elle sincèrement, à épouser dans un avenir proche. L'aéroport international Murtala Mohamed de Lagos avait accueilli Christelle dans une chaleur moite et un vacarme urbain qui l'avait immédiatement saisie, un contraste saisissant avec la sérénité relative de son quotidien rémois. Un dépaysement qu'elle avait initialement vécu comme une aventure excitante, la promesse concrète du début d'une nouvelle vie qu'elle appelait de ses vœux depuis des mois. Adèse l'attendait à la sortie, accompagnée de 2 hommes qu'il présentait comme des membres de sa garde personnelle, une escorte qui avait immédiatement conféré à leur rencontre un caractère solennel et impressionnant, renforçant chez Christelle l'impression tangible de pénétrer enfin dans l'univers privilégié qu'elle avait imaginé à travers leurs échanges des mois précédents. Il l'avait conduite, dans un véhicule aux vitres teintées, vers une propriété située en périphérie de Lagos, une bâtisse imposante entourée d'un haut mur d'enceinte, présentée comme l'une des résidences secondaires de sa famille, réservée aux invités de marque avant leur intégration progressive au sein du domaine familial principal. Les premiers jours avait été marqué par une série de rencontres soigneusement orchestrées avec différents membres de ce qu'Adèse présentait comme sa famille élargie. Une femme d'âge mûr présentée comme une tante influente au sein du conseil familial. Un homme plus âgé se présentant comme un conseiller traditionnel, chargé de valider la légitimité des unions matrimoniales. Plusieurs autres personnages dont les rôles précis demeuraient volontairement flous, mais dont la présence constante contribuait à renforcer, aux yeux de Christelle, l'authenticité de cet univers familial complexe et hiérarchisé. L'enquête menée bien plus tard par la commissaire Grace Adeyemi révélerait que l'ensemble de ces personnages, sans exception, constituaient de faux rôles familiaux tenus par des complices rémunérés du réseau, chacun récitant, selon les enregistrements audio ultérieurement retrouvés, un script identique répété méthodiquement auprès de chaque nouvelle victime successive, avec de simples ajustements superficiels destinés à personnaliser l'accueil selon le profil spécifique de chaque femme concernée. « Bienvenue dans notre famille, ma fille », lui avait déclaré la femme se présentant comme la tante d'Adaèse lors d'une cérémonie d'accueil organisée dès son 3e jour sur place, un discours empreint de solennité traditionnelle qui avait profondément touché Christelle, tant il correspondait à l'image d'une intégration familiale chaleureuse qu'elle n'avait plus connue depuis des années au sein de sa propre famille fragmentée par le divorce. C'est lors de cette même semaine qu'Adaèse avait pour la première fois évoqué directement la question de son passeport, présentant cette demande avec une explication soigneusement préparée en amont. Pour officialiser le mariage traditionnel selon nos coutumes ancestrales, les documents d'identité des 2 parties doivent être déposés auprès du conseil familial durant toute la durée des préparatifs cérémoniels, lui avait-il
expliqué avec un naturel désarmant. C'est une simple formalité, ma chérie, exactement comme dans votre tradition française où l'on dépose certains documents à la mairie avant un mariage civil. Christelle, dont la confiance envers Adaez et son entourage s'était considérablement renforcée après cette semaine d'accueil chaleureux, avait remis son passeport sans manifester la moindre réticence particulière, ignorant totalement qu'elle venait, ce jour-là, de céder la pièce maîtresse d'un dispositif qui allait, dans les mois suivants, la priver de toute capacité concrète de quitter le pays de sa propre initiative. Appel à l'action, ce que Christelle ignorait encore à ce moment précis de son récit, c'est que ce même réseau avait déjà attiré, avant elle, au moins 3 autres Européennes à Lagos sous des prétextes similaires, dont certaines avaient subi, dans cette même propriété, un schéma d'exploitation et d'isolement dont les conséquences exactes demeuraient, pour plusieurs d'entre elles, encore aujourd'hui incomplètement établies. Si des histoires comme celle de Christelle vous bouleversent autant qu'elles nous bouleversent nous-mêmes, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains documentaires. Chaque semaine, nous mettons en lumière des histoires vraies, des destins brisés par des réseaux d'une redoutable sophistication, dans l'espoir que la connaissance précise de leurs méthodes puisse, un jour, protéger quelqu'un d'autre. Activez la cloche de notification, partagez cette vidéo autour de vous, et si vous reconnaissez, dans ce récit, des signes que vit actuellement une personne de votre entourage. Sachez qu'il existe toujours un chemin vers la sortie, même lorsqu'il semble, de l'intérieur, complètement inaccessible. Revenons maintenant à Christelle, qui vient de remettre son passeport à un homme qui n'a jamais eu la moindre intention sincère de l'épouser. Dans les semaines qui avaient suivi la confiscation de son passeport, Christelle avait progressivement remarqué, sans pouvoir encore véritablement l'identifier comme un signal préoccupant, une restriction croissante de ses déplacements au sein et en dehors de la propriété où elle résidait désormais en permanence. Ces sorties, initialement présentées comme temporairement limitées par des considérations de sécurité personnelle liées à son statut de future épouse d'un homme important, s'étaient progressivement réduites à de rares excursions, toujours accompagnées d'au moins 2 membres du personnel de la propriété, présentés comme des gardes du corps veillant à sa protection dans un pays qu'elle ne connaissait pas. Lagos peut être dangereuse pour une étrangère seule, lui expliquait régulièrement Adaez, une justification qui semblait, dans un premier temps, parfaitement cohérente avec les mises en garde générales qu'elle avait elle-même pu lire concernant la sécurité dans certaines grandes villes africaines avant son départ de France. Ses communications avec sa famille restées en France, initialement quotidiennes comme elle l'avait promis à Manon avant son départ, s'étaient également progressivement espacées, Adaez invoquant régulièrement des problèmes de connexion Internet affectant la propriété ou insistant sur l'importance, disait-il, de se concentrer pleinement sur son intégration au sein de sa nouvelle famille, plutôt que de maintenir des liens trop fréquents avec sa vie française qu'elle était, selon lui, en train de laisser progressivement derrière elle pour embrasser cette nouvelle existence. « Je comprends que ta fille s'inquiète. » Lui avait-il dit lors d'une conversation particulièrement révélatrice, mais chaque appel que tu passes vers la France te ramène émotionnellement en arrière, alors que nous devons désormais regarder vers l'avenir que nous construisons ensemble ici. Cette suggestion, présentée comme un conseil bienveillant destiné à faciliter son intégration psychologique dans sa nouvelle vie, constituait en réalité un mécanisme d'isolement progressif redoutablement efficace, exploitant la culpabilité latente que Christelle pouvait ressentir concernant son éloignement de ses propres enfants, la poussant à minimiser elle-même, dans ses échanges avec Manon, l'ampleur réelle de cet isolement grandissant. Manon, de son côté, remarquait avec une inquiétude croissante l'espacement progressif des messages de sa mère, initialement quotidiens, puis devenant, semaine après semaine, de plus en plus rares et de plus en plus brefs, toujours rassurants en apparence, mais dépourvus de tout détail concret concernant son quotidien réel sur place. « Tout va très bien ici, ma chérie, je suis simplement très occupée par les préparatifs du mariage », répétait Christelle dans ses messages de plus en plus laconiques, une formule qui, avec le recul, rappellerait à Manon celle qu'employait Camille auprès d'Élodie dans une situation différente, ou celle que Manon Lefebvre répétait mécaniquement à sa propre mère depuis Dubaï cette même incapacité, chez toutes ses victimes, à formuler explicitement l'ampleur réelle de leur détresse, par honte anticipée ou par un espoir persistant que la situation finirait par s'améliorer d'elle-même. C'est durant cette période que Christelle avait également commencé à percevoir, sans pouvoir encore véritablement l'exprimer, les premiers signes d'une réalité bien différente de celle qu'elle avait imaginée. Les préparatifs du mariage, sans cesse évoqués mais jamais concrètement matérialisés par une date précise,
semblait perpétuellement repoussée sous divers prétextes traditionnels, tandis que les demandes financières, elles, commençaient à se multiplier avec une régularité inquiétante. La première demande financière était survenue environ 2 mois après l'arrivée de Christelle à Lagos, présentée par Adaez avec un luxe de détails destiné à en démontrer la légitimité absolue. Un héritage familial considérable, disait-il, se trouvait actuellement bloqué par des complications administratives liées à un litige successoral concernant des terres appartenant à sa famille depuis plusieurs générations, un blocage qui ne pourrait être levé qu'après le paiement de frais juridiques et notariaux, dont le montant s'élevait à 15 000 €. « Je ne te demanderai jamais cela si je pouvais faire autrement », lui avait-il expliqué avec une gravité qui semblait, à ce stade, parfaitement sincère aux yeux de Christelle. Mais mes propres liquidités sont actuellement toutes engagées dans d'autres projets familiaux, et ce blocage successoral empêche justement l'accès à des fonds bien plus considérables qui nous permettraient, une fois débloqués, de financer notre mariage dans les conditions somptueuses que je souhaite t'offrir. Christelle, dont les économies personnelles restaient modestes mais réelles, fruit de plusieurs années d'exercice de sa profession d'infirmière libérale, avait accepté de contracter un prêt personnel auprès de sa banque française, une démarche qu'elle avait effectuée à distance grâce aux outils bancaires en ligne, justifiant cette demande auprès de son conseiller par un projet immobilier qu'elle n'avait pas davantage détaillé. Ce premier virement, effectué avec une confiance encore largement intacte envers la sincérité d'Adaez, avait été suivi, dans les semaines suivantes, d'une série de demandes complémentaires, chacune présentée comme la dernière étape nécessaire avant la résolution définitive de ce litige successoral fictif, des frais de notaire supplémentaires, une taxe imprévue exigée par l'administration foncière nigériane, des honoraires d'avocat destinés à accélérer la procédure judiciaire concernée. En l'espace de 3 mois, Christelle avait ainsi transféré, via plusieurs virements successifs, une somme totale dépassant 60 000 €, prélevés pour l'essentiel sur des prêts personnels contractés successivement auprès de 2 établissements bancaires français différents, ainsi que sur la liquidation d'une petite assurance vie qu'elle avait initialement constituée pour financer les études supérieures de ses enfants. L'analyse financière menée bien plus tard par les enquêteurs révélerait que ces virements avaient transité par plusieurs comptes intermédiaires soigneusement dissimulés, avant d'être finalement redirigés vers des comptes directement liés au réseau dirigé par Chukwuemeka Nnamdi, une architecture financière complexe destinée à compliquer considérablement le traçage international de ces fonds détournés. C'est durant cette période d'exploitation financière intensifiée que l'isolement de Christelle s'était considérablement aggravé, ses sorties devenant quasiment inexistantes, sa communication avec la France se limitant désormais à de brefs messages écrits, toujours rassurants en apparence, envoyés depuis un téléphone dont elle ne maîtrisait plus véritablement l'usage libre, celui-ci étant régulièrement contrôlé par les membres du personnel de la propriété présentés comme veillant à sa sécurité. Manon, dont l'inquiétude avait atteint, à ce stade, un niveau considérable, avait tenté à plusieurs reprises d'obtenir de sa mère des informations plus précises concernant sa situation exacte, sans jamais parvenir à percer véritablement la façade rassurante que Christelle continuait. Par une forme de déni protecteur ou par une peur latente des conséquences d'un aveu plus explicite, de maintenir dans chacun de ses échanges avec sa fille « Maman, ça fait 3 mois maintenant. Tu ne m'as toujours pas donné de date précise pour ce mariage. Tu vas bien vraiment ?»« Tout va bien, ma chérie. Il y a simplement quelques formalités administratives compliquées à régler. Ne t'inquiète pas pour moi. » Le dernier virement effectué par Christelle, une somme complémentaire de 8 000 € présentée comme définitivement nécessaire pour clore le litige successoral fictif, était intervenu environ 3 mois et demi après son arrivée à Lagos. Dans les jours suivants, la fréquence des messages échangés avec Adaez, ainsi qu'avec les différents membres de sa prétendue famille, avait commencé à décroître de manière notable, chacun invoquant tour à tour des obligations professionnelles ou familiales soudainement pressantes. Puis, brutalement, était survenu un silence complet, sans le moindre message ni la moindre explication préalable. Christelle, isolée dans cette propriété où elle demeurait désormais confinée quasiment en permanence, avait tenté, avec une angoisse grandissante, d'obtenir des explications auprès du personnel présent sur place, se heurtant systématiquement à des réponses évasives et à une distance nouvelle, presque hostile, de la part de ceux qui, quelques semaines auparavant encore, l'accueillaient avec une chaleur apparemment sincère. C'est à ce moment précis que Christelle avait pleinement mesuré, avec une lucidité douloureuse mais tardive,
l'ampleur véritable de la situation dans laquelle elle se trouvait piégée, sans passeport, sans argent restant, dans une propriété dont elle ne pouvait sortir librement, à des milliers de kilomètres de sa famille, sans plus aucun moyen concret de communiquer efficacement avec l'extérieur pour solliciter une aide urgente. Manon, en France, n'avait plus reçu le moindre message de sa mère depuis désormais plus de 2 semaines. Une durée de silence radicalement différente de tout ce qu'elle avait connu jusque-là, même durant les périodes précédentes où les communications s'étaient déjà considérablement espacées. Terrifiée, elle avait multiplié les tentatives de contact par tous les moyens possibles, sans jamais obtenir la moindre réponse, avant de se résoudre, avec l'énergie du désespoir, à contacter directement les autorités françaises. Elle avait d'abord déposé un signalement auprès du commissariat de Reims, une démarche qui avait rapidement conduit à une transmission du dossier vers le ministère des Affaires étrangères, compte tenu de la nature manifestement internationale de cette disparition. L'ambassade de France à Abuja, capitale administrative du Nigeria, avait alors été saisie de ce dossier, confié à l'attachée de sécurité Nathalie Grondin, chargée du suivi des ressortissants français en difficulté sur le territoire nigérian. Nathalie Grondin, consciente de la gravité potentielle de cette situation, compte tenu de l'absence prolongée de tout contact et des éléments transmis par Manon concernant la nature particulière de la relation ayant conduit sa mère à s'installer à Lagos, avait immédiatement établi une coordination avec les services de police nigérians spécialisés dans ce type précis d'affaires. C'est ainsi que le dossier avait été confié à la commissaire Grace Adeyemi, policière nigériane reconnue pour son expertise particulière concernant les réseaux de traite ciblant spécifiquement les étrangères, un fléau dont elle avait, au fil de sa carrière, mesuré l'ampleur considérable et la sophistication croissante, malgré les moyens souvent limités dont disposaient les autorités nigérianes pour lutter efficacement contre ces organisations criminelles particulièrement mobiles et adaptables. Ce type de disparition suit toujours le même schéma temporel, expliquerait plus tard la commissaire Adeyemi lors de l'enquête. Le silence de plusieurs mois n'est jamais un hasard. Il correspond exactement au temps nécessaire pour épuiser complètement les ressources financières de la victime et brouiller suffisamment les pistes pour rendre toute localisation ultérieure considérablement plus difficile. Ibrahim Sow, âgé de 36 ans, membre du réseau dirigé par Chukwuemeka Nnamdi depuis plusieurs années, occupait au sein de cette organisation criminelle un rôle logistique, chargé notamment de la gestion quotidienne de la propriété où étaient retenues les différentes victimes successivement attirées à Lagos. Contrairement à d'autres membres du réseau, dont l'implication semblait relever d'une adhésion pleine et entière aux méthodes employées, Ibrahim Sow avait, au fil des mois, développé une conscience de plus en plus aiguë de la gravité de ce à quoi il participait, un malaise grandissant qu'il n'avait, dans un premier temps, jamais osé formuler ouvertement au sein d'une organisation où la trahison était punie avec une sévérité redoutable. C'est en observant, semaine après semaine, la dégradation progressive de l'état de santé physique et psychologique de Christelle, dont l'amaigrissement et le regard vide lui rappelaient douloureusement, selon son propre témoignage livré bien plus tard aux enquêteurs, celui d'autres victimes précédentes qu'il avait vues passer par cette même propriété sans que leur sort final ne lui soit jamais véritablement révélé par la hiérarchie du réseau, qu'Ibrahim avait commencé à ressentir une culpabilité de plus en plus insupportable. Il avait observé à plusieurs reprises Christelle pleurant silencieusement dans sa chambre, refusant progressivement de s'alimenter correctement, manifestant des signes d'épuisement psychologique qui l'inquiétaient sincèrement, malgré la distance professionnelle qu'il s'efforçait, par autoprotection, de maintenir avec chacune des victimes retenues dans cette propriété. Je savais que si je continuais ainsi, je deviendrais complice d'un drame que je ne pourrais plus jamais me pardonner, expliquerait-il plus tard aux enquêteurs, décrivant les semaines de tourments intérieurs qui avaient précédé sa décision de contacter, anonymement dans un premier temps, l'ambassade de France à Abuja. Ibrahim avait profité d'un moment où la surveillance de la propriété se trouvait momentanément allégée, Chukwuemeka étant absent pour plusieurs jours dans le cadre d'un déplacement lié à l'organisation d'une nouvelle opération concernant une autre victime potentielle, pour utiliser un téléphone qu'il avait dissimulé précisément dans ce but, contactant directement l'ambassade de France pour transmettre l'adresse exacte de la propriété où Christelle se trouvait retenue, ainsi que des informations précises concernant l'ampleur et l'organisation du réseau responsable. Nathalie Grondin, recevant ce signalement anonyme mais remarquablement précis et détaillé, l'avait immédiatement transmis à la commissaire Grace Adeyemi, dont l'équipe avait rapidement engagé les démarches nécessaires
pour organiser une intervention rapide, consciente que chaque jour supplémentaire écoulé aggravait potentiellement le danger encouru par Christelle Vidal, dont l'état de santé, selon les éléments transmis par Ibrahim, se dégradait de manière préoccupante. Ce type de témoignage, venant de l'intérieur même du réseau, est extrêmement rare et précieux, expliquerait plus tard la commissaire Adeyemi. La plupart des membres de ces organisations criminelles restent silencieux par peur des représailles. Le courage d'Ibrahim Sow, malgré son implication antérieure dans ce système, a directement permis de sauver la vie de Christelle Vidal. L'opération policière avait été organisée avec une minutie particulière, la commissaire Grace Adeyemi étant consciente de l'importance de mener cette intervention de manière suffisamment discrète et rapide pour éviter tout risque que le réseau, alerté prématurément, ne transfère précipitamment Christelle vers un autre lieu de détention, une pratique déjà documentée par le passé concernant ce type précis d'organisation criminelle. Le raid conjoint, mené par la police nigériane en étroite coordination avec les services diplomatiques français représentés sur place par Nathalie Grondin, avait eu lieu tôt un matin, ciblant directement la propriété dont l'adresse exacte avait été fournie par Ibrahim Sow, une intervention menée avec une rapidité et une coordination qui avait permis de surprendre totalement le personnel présent sur les lieux, incapable d'organiser la moindre résistance ou tentative de dissimulation avant l'arrivée des forces de police. Christelle avait été découverte dans une chambre du fond de la propriété, dans un état de dénutrition et d'épuisement psychologique manifeste. Initialement terrifiée par cette irruption soudaine, incapable, dans un premier temps, de comprendre pleinement que ces policiers n'étaient pas venus l'arrêter, mais bel et bien la libérer d'une captivité dont elle avait, au fil des semaines précédentes, commençait à redouter qu'elle ne prenne jamais fin. La perquisition approfondie de l'ensemble de la propriété avait permis de révéler l'ampleur véritable et effrayante de ce système d'exploitation organisée. Plusieurs pièces fermées de l'extérieur par des dispositifs de verrouillage installés spécifiquement à cet effet, où d'autres femmes étrangères avaient, selon les traces matérielles découvertes, également été retenues par le passé, dans des circonstances similaires à celles vécues par Christelle. Les enquêteurs avaient également découvert, dissimulé dans un coffre-fort situé dans une pièce attenante au bureau principal de la propriété, les documents d'identité de Christelle, ainsi que ceux de 2 autres victimes précédentes, dont l'identité complète serait établie dans les semaines suivantes, grâce à un travail de coopération internationale approfondi, permettant d'espérer, pour ces femmes dont le sort était demeuré jusque-là incertain, une possible réouverture de leur propre dossier. L'analyse financière menée en parallèle par les services spécialisés avait permis de confirmer l'ampleur du préjudice subi par Christelle, révélant des relevés bancaires, prouvant le transfert de plus de 60 000 € vers des comptes directement liés au réseau dirigé par Chukwuemeka Nnamdi, une somme considérable qui venait s'ajouter aux préjudices financiers déjà documentés concernant les précédentes victimes identifiées. Les enquêteurs avaient par ailleurs saisi plusieurs enregistrements audio retrouvés sur des appareils appartenant aux différents complices, jouant les faux rôles familiaux, des enregistrements révélant, avec une précision glaçante, que ces personnages récitaient un script pratiquement identique auprès de chaque nouvelle victime successive, confirmant ainsi le caractère méthodiquement organisé et professionnalisé de ce système de traite qui n'avait à aucun moment procédé par improvisation. Chukwuemeka Nnamdi avait été arrêté quelques jours après cette perquisition, alors qu'il tentait de regagner discrètement Lagos après son déplacement lié à une nouvelle opération de recrutement, ignorant totalement que le réseau qu'il avait patiemment construit au fil de nombreuses années venait d'être démantelé en son absence grâce au témoignage courageux d'un de ses propres complices. Christelle Vidal avait été prise en charge médicalement dès les premières heures suivant sa libération, un examen approfondi révélant un état de dénutrition sévère ainsi qu'un syndrome de stress post-traumatique déjà bien installé, conséquence directe des mois d'isolement, de manipulation et d'incertitude permanente qu'elle venait de traverser. Nathalie Grondin avait personnellement supervisé l'ensemble des démarches administratives d'urgence nécessaires à son rapatriement vers la France, une fois son état de santé suffisamment stabilisé pour permettre le voyage, coordonnant étroitement cette opération avec Manon, resté en contact permanent avec l'ambassade tout au long de cette période particulièrement éprouvante. Le retour de Christelle en France, après 4 mois entiers de séparation, avait constitué un moment d'une intensité émotionnelle considérable,
Ses 2 enfants, l'accueillant à l'aéroport, avec des larmes mêlées de soulagement et d'inquiétude persistante face à l'état visiblement affaibli dans lequel elle se trouvait encore. Le procès de Chukwuemeka Nnamdi s'était ouvert plusieurs mois après son arrestation devant un tribunal de Lagos, suivi avec une attention considérable tant par la presse nigériane que par les médias français, sensibles à cette affaire touchant simultanément aux questions de traite d'êtres humains, de séquestration et d'escroquerie en bande organisée impliquant une ressortissante française. Christelle, malgré la difficulté évidente que représentait pour elle le fait de revenir témoigner à Lagos même, avait accepté, avec un courage considérable soutenu par l'accompagnement psychologique qu'elle avait entamé dès son retour en France, de se présenter devant le tribunal pour décrire l'ensemble du processus qu'elle avait vécu. « Je croyais épouser un prince », avait-elle déclaré à la barre, une phrase qui marquerait durablement les esprits et serait largement reprise par la presse dans les jours suivants. « Je suis devenue prisonnière d'un mensonge que j'avais moi-même financé. » La commissaire Grace Adeyemi, appelée à témoigner en qualité d'enquêteuse principale, avait détaillé devant la cour l'ensemble du dispositif criminel mis en place par Chukwuemeka Nnamdi, insistant particulièrement sur la sophistication et la préméditation caractérisant chacune des étapes de ce système d'exploitation, depuis la flatterie initiale soigneusement calibrée jusqu'à l'isolement final rendant toute fuite matériellement impossible. Ibrahim Sow, dont le témoignage s'était révélé déterminant pour établir avec précision l'organisation interne du réseau ainsi que la localisation exacte de la propriété où étaient retenues les victimes, avait accepté de témoigner publiquement malgré les risques personnels considérables que représentait. Pour lui, cette démarche au sein d'un contexte où les représailles envers les anciens complices repentis demeuraient une menace bien réelle. Les preuves matérielles présentées lors du procès s'étaient révélées particulièrement accablantes. Les documents d'identité de plusieurs victimes retrouvés dans le coffre-fort de la propriété, les relevés bancaires attestant du transfert de sommes considérables vers les comptes du réseau, les enregistrements audio confirmant l'utilisation systématique d'un script identique auprès de chaque nouvelle victime, ainsi que les témoignages concordants de Christelle elle-même et d'Ibrahim Sow, apportant chacun un éclairage complémentaire et cohérent sur l'ensemble du système d'exploitation. Le verdict était tombé après plusieurs semaines d'audience. Chukwuemeka Nnamdi avait été reconnu coupable de traite d'êtres humains, de séquestration et d'escroquerie en bande organisée et condamné à 20 années d'emprisonnement ferme au Nigeria. Une peine particulièrement sévère, reflétant la gravité reconnue par le tribunal de ce système d'exploitation organisé, ayant touché plusieurs victimes sur une période prolongée. Christelle Vidal a retrouvé, après 4 mois d'une séparation qu'elle aurait jamais pu imaginer aussi longue et aussi douloureuse, ses 2 enfants à Reims, entamant depuis son retour un accompagnement psychologique approfondi destiné à traiter le syndrome de stress post-traumatique diagnostiqué à son arrivée, un travail thérapeutique qu'elle décrit elle-même comme long et exigeant, mais indispensable pour reconstruire progressivement une confiance en elle-même profondément ébranlée par cette épreuve. Manon, dont la persévérance et la détermination avaient joué un rôle décisif dans le déclenchement de l'enquête ayant permis la libération de sa mère, entretient aujourd'hui avec Christelle une relation considérablement renforcée par cette épreuve, traversée ensemble, les 2 femmes ayant appris, chacune à leur manière, l'importance d'une vigilance mutuelle qu'aucune des 2 ne considère désormais comme excessive ou intrusive. Christelle a repris progressivement et avec l'accompagnement bienveillant de ses anciens collègues son activité d'infirmière libérale, un retour à sa vocation professionnelle qu'elle décrit comme profondément réparateur, retrouvant dans le contact quotidien avec ses patients une forme de sens et d'utilité qui l'aide à se reconstruire pas à pas. Sur le plan matériel, la reconstruction demeure néanmoins considérablement complexe. Christelle continuant de rembourser, plusieurs années durant, probablement, les prêts personnels contractés pour financer une escroquerie dont elle n'avait jamais soupçonné au moment de signer ses engagements financiers, la véritable nature. Ibrahim Sow, dont le témoignage courageux avait permis de sauver la vie de Christelle et potentiellement celle d'autres futures victimes, a bénéficié, dans le cadre de sa coopération avec la justice nigériane, d'une réduction significative de sa propre peine, reconnaissant néanmoins publiquement, lors de son procès distinct, l'ampleur de sa responsabilité dans le système d'exploitation auquel il avait participé durant plusieurs années avant sa prise de conscience tardive.
L'histoire de Christelle Vidal illustre, avec une clarté à la fois bouleversante et profondément instructive, la mécanique précise d'un système de traite organisé maquillé en conte de fées. Une flatterie initiale ciblant avec précision une fragilité affective réelle, la promesse d'un statut social élevé destiné à réparer symboliquement une estime de soi meurtrie, une précipitation délibérée du calendrier empêchant toute vérification approfondie, la confiscation méthodique des documents d'identité présentés comme une simple formalité, et enfin une exploitation financière et un isolement progressif poursuivi jusqu'à l'épuisement complet des ressources disponibles. Les signaux existaient, comme souvent dans ce type de récit, identifiables rétrospectivement avec une clarté douloureuse. La précipitation inhabituelle d'une relation entretenue exclusivement à distance, l'insistance sur un statut social ou un titre destiné à flatter un besoin de reconnaissance particulièrement vif, la confiscation d'un document d'identité présenté comme une simple démarche administrative et l'isolement progressif d'une victime dont les communications avec ses proches s'espacent méthodiquement au fil des semaines. Reconnaître ces signaux, chez soi ou chez une personne proche traversant une période de vulnérabilité affective particulière, constitue souvent la première étape déterminante vers une protection efficace, parfois grâce à la persévérance obstinée d'une fille refusant d'abandonner ses recherches malgré l'absence prolongée de nouvelles, parfois grâce à la coopération patiente entre plusieurs services diplomatiques et policiers répartis sur 2 continents différents, et parfois, de manière peut être la plus inattendue, grâce au sursaut de conscience d'un homme ayant lui-même participé, un temps, au système criminel qu'il finit par contribuer à démanteler. Si cette histoire vous a marqué, sachez qu'il existe toujours un chemin vers la vérité et vers la liberté. Même lorsque le mensonge qui les précède a pris l'apparence la plus solennelle et la plus rassurante qui soit.